Les flammes du bûcher dansaient contre le ciel étoilé de Germanie, projetant des ombres semblables à des géants ancestraux sur les visages peints en bleu des guerriers chérusques. C'était la nuit de la naissance d'Arminius, fils de Ségimer, chef tribal dont le nom résonnait au-delà des forêts denses séparant les peuples libres du joug romain. Le bébé criait avec force, comme s'il savait déjà être né en des temps de guerre et de trahison. 18 années s'étaient écoulées depuis cette nuit-là. Le garçon, qui deviendrait un jour surnommé le bourreau des légions, avait grandi pieds nus sur les sentiers boueux de la forêt, apprenant à chasser le sanglier avec des lances artisanales et à déchiffrer les murmures des esprits habitant les chênes sacrés. Sa peau hâlée par les étés germaniques portait les cicatrices des rites de passage, et ses yeux bleus reflétaient la férocité indomptable d'un peuple préférant mourir debout plutôt que vivre à genoux. Mais le destin, cruel et ironique, tissait déjà les fils d'un complot qui ferait de ce jeune guerrier libre l'ennemi le plus redoutable que Rome n'eût jamais connu. Un matin froid d'automne, alors que les feuilles commençaient à jaunir et à tomber comme des larmes dorées, des émissaires romains arrivèrent au camp chérusque. Ils étaient escortés par des légionnaires dont les armures polies brillaient comme des écailles de dragon sous la lumière filtrée par les cimes des arbres. L'accord était simple et brutal. Les chérusques devaient livrer les filles de leurs chefs les plus influents en otage, garantissant ainsi la paix avec Rome et évitant que les légions ravagent leurs terres comme elles l'avaient fait avec tant d'autres tribus. Ségimer, homme pragmate forgé par des décennies de conflits, savait que toute résistance serait un suicide. Rome était une machine impitoyable de conquête, et les peuples germaniques, aussi courageux fussent-ils, combattaient encore divisés, permettant à l'ennemi de les dévorer un par un. Arminius fut arraché à tout ce qu'il connaissait. À 18 ans, il laissa derrière lui les rituels sacrés, les chants de guerre entonnés autour des feux, l'odeur des pains et le goût de la liberté qui coulait dans ses veines comme du miel sauvage. En remplacement, il découvrit les casernes romaines, des constructions de pierre froide, une discipline rigoureuse et la langue latine qu'il devrait maîtriser comme s'il l'avait parlé depuis toujours. Les premiers mois furent une torture psychologique. Arminius fut dépouillé de ses vêtements tribaux, ses cheveux coupés à la romaine et obligé de revêtir la tunique d'un auxiliaire. Les instructeurs romains, vétérans de campagnes sanglantes en Gaule et en Bretagne, ne ménageaient ni les insultes ni la violence pour façonner ce barbare selon les normes de l'Empire. Ils l'appelaient chien germain, sauvage sans civilisation, ou esclaves déguisés en soldats. Mais Arminius était trop intelligent pour se briser. Plutôt que de résister ouvertement, il choisit d'observer. Il étudia chaque mouvement des légionnaires, mémorisa leurs tactiques, absorba leurs faiblesses et leur vanité. Il apprit le latin avec une avidité qui impressionna ses ravisseurs, maîtrisa l'art de l'équitation romaine et se distingua dans l'usage de l'épée courte. Les Romains, satisfaits de la prétendue civilisation de ce jeune barbare, commencèrent à le voir comme un exemple de l'intégration possible des peuples conquis dans l'Empire. Pendant les entraînements, Arminius feignait l'admiration pour les commandants romains. Mais en son fort intérieur, il cultivait une haine froide et calculée. Il voyait comment les légionnaires traitaient les peuples soumis comme des animaux, imposaient des tribus plongeant des familles entières dans la famine, transformaient des hommes libres en esclaves avec la même indifférence qu'ils mettaient à écraser des insectes. L'hypocrisie romaine le révulsait. Il parlait de civilisation tout en crucifiant des enfants, prêchait à la loi et l'ordre tout en pillant des temples sacrés. Peu à peu, Arminius devint non seulement fluide en latin, mais aussi dans la mentalité romaine. Il comprit que Rome était puissante, non seulement par ses légions, mais par sa capacité à diviser ses ennemis, corrompre les dirigeants locaux et exploiter les rivalités tribales. Il vit comment l'Empire fonctionnait comme une gigantesque toile, où chaque peuple conquis devenait une pièce dans un jeu de domination mondiale. Le jeune chérusque se distingua tellement qu'il fut promu officier de cavalerie auxiliaire. Ironiquement, ceux qui avaient voulu le dompter créaient l'instrument de leur propre destruction. Arminius n'était plus le garçon sauvage courant dans les forêts germaniques, mais il n'était pas non plus le soldat romain que ses ravisseurs croyaient avoir façonné.
Il était devenu quelque chose de nouveau et de dangereux, un barbare connaissant Rome de l'intérieur, parlant sa langue, comprenant ses tactiques et ayant cartographié chaque faille du système impérial. Durant les longues marches à travers les territoires conquis, Arminius observait les populations soumises avec un regard unique. Il voyait la peur dans les yeux des paysans gaulois au passage des légions, assistait à l'humiliation des chefs tribaux contraints de s'incliner devant les étendards romains, entendait les gémissements des esclaves enchaînés suivant les armées comme des ombres spectrales. Chaque scène d'oppression alimentait la flamme grandissante en lui. Mais Arminius apprit à cacher ses sentiments derrière un masque de loyauté exemplaire. Il souriait quand les centurions racontaient des blagues sur les barbares stupides, participait aux banquets où les officiers romains se vantaient de leur conquête et manifestaient de la gratitude lorsqu'on louait son évolution civilisatrice. En lui, pourtant, chaque mot était une insulte gravée dans du fer brûlant. Chaque geste de condescendance romaine devenait du carburant pour la vengeance qu'il préparait. Le moment de la révélation survint lors d'une campagne en Pannonie, quand Arminius assista à un massacre inutile d'un village s'étant rendu pacifiquement. Des femmes et des enfants furent tués pour le plaisir, des vieillards torturés pour révéler des caches d'or inexistantes, des jeunes vendus comme esclaves. Le commandant romain justifia le carnage en disant qu'il fallait enseigner une leçon aux barbares sur la puissance de Rome. Cette nuit-là, seul dans sa tente, Arminius fit un serment qui résonnerait à travers les siècles. Pour la mémoire de ses ancêtres, pour les esprits de la forêt sacrée, pour l'honneur de son peuple, il détruirait Rome. Pas de façon impulsive ou désespérée, mais avec la patience et la ruse qu'il avait apprises des Romains eux-mêmes. Il utiliserait le savoir qu'ils lui avaient donné, exploiterait leur arrogance aveugle, et quand l'heure viendrait, il montrerait au monde que l'Empire était mortel. L'enfant partagé entre deux mondes avait enfin choisi son camp, et Rome ignorait qu'elle venait de forger son propre bourreau. Le soleil se levait sur le champ de Mars quand Arminius reçut l'anneau d'or scellant son destin. La cérémonie de concession de la citoyenneté romaine était pompeuse, remplie de rituels ancestraux et de discours sur la grandeur de l'Empire qui désormais l'accueillait comme un fils adoptif. Le jeune Chérusque, âgé de 25 ans, s'agenouilla devant le tribun et prononça les paroles sacrées qui le transformaient officiellement en citoyen romain, avec le titre de chevalier. Mais tandis que les aigles dorés brillaient sous le soleil et que les tambours résonnaient en son honneur, Arminius pensait aux forêts lointaines de son enfance, où les hommes libres ne s'agenouillaient jamais devant personne. L'ironie était presque insupportable. Il recevait la plus haute distinction que Rome pouvait accorder à un barbare au moment précis où il planifiait sa destruction. L'Empire, dans son aveugle arrogance, armait le poignard qui serait planté dans son propre cœur. Les mois suivants furent consacrés à une préparation méticuleuse. Arminius savait qu'il ne suffisait pas de haïr Rome, il fallait la comprendre entièrement pour la détruire. Il étudia les traités militaires de César, mémorisa les tactiques ayant subjugué la Gaule, analysa chaque victoire et défaite romaine enregistrée dans les annales impériales. Il fréquenta les cercles de l'élite militaire, se faisant passer pour un barbare civilisé, admirant sincèrement la culture romaine. Sa performance était si convaincante que même des officiers vétérans le voyaient comme l'exemple parfait de la transformation de la barbarie en civilisation. L'occasion qu'attendait Arminius arriva lorsqu'il fut désigné pour accompagner Publius Quintilius Varus en Germanie. Varus était un homme de l'aristocratie romaine traditionnelle, habitué au luxe des provinces orientales où il avait servi comme gouverneur de Syrie. Riche, arrogant et complètement étranger aux réalités de la vie tribale germanique, il incarnait tout ce que méprisait Arminius chez l'élite romaine. Mais il était aussi l'instrument parfait pour les projets du jeune Chérusque. Le voyage de retour en Germanie fut un périple à travers des souvenirs douloureux. Chaque kilomètre rapprochait Arminius des forêts où il était né, des rivières où il avait appris à pêcher, des sentiers où il avait couru libre comme un loup sauvage. Mais il revenait maintenant vêtu de l'armure romaine, parlant latin, commandant des troupes auxiliaires composées de Germains, le voyant comme un traître à son propre sang.
Varus établit son quartier général sur la rive orientale du Rhin, d'où il comptait civiliser les peuples germaniques avec la même brutalité bureaucratique qu'il avait employée en Syrie. Pour lui, les Germains n'étaient qu'une population barbare de plus à discipliner, à taxer et à intégrer au système impérial. Il ne comprenait pas qu'il avait affaire à des peuples préférant la mort à l'esclavage, voyant la liberté comme un droit sacré octroyé par les dieux. Arminius s'offrit comme interprète et conseiller, se présentant comme quelqu'un connaissant aussi bien la mentalité romaine que la mentalité germanique. Varus, charmé par la perspicacité et la loyauté apparente du jeune officier, commença à dépendre de plus en plus de ses conseils. C'était comme si un agneau demandait à un loup comment mieux protéger le troupeau. Tandis qu'il gagnait la confiance de Varus, Arminius lança sa véritable mission: se reconnecter avec les chefs tribaux germaniques. Les premiers contacts furent extrêmement risqués. Beaucoup de chefs le voyaient comme un Romain déguisé, un espion envoyé pour infiltrer leurs réunions et trahir leurs plans. D'autres le considéraient comme un traître ayant troqué son honneur ancestral contre de l'or romain. Arminius dut faire preuve de toute son éloquence et de sa connaissance des coutumes tribales pour les convaincre que sa loyauté apparente envers Rome n'était qu'un masque. La première rencontre secrète eut lieu dans une clairière sacrée au cœur de la forêt de Teutoburg. Arminius arriva seul, désarmé, risquant sa vie pour prouver ses intentions. Autour du feu, des visages peints pour la guerre l'observaient avec méfiance. Ses gestes, chef des châtis et rival de longue date de son père, fut le premier à questionner sa présence. « Tu portes l'armure romaine, tu parles la langue des envahisseurs, tu tiens leurs armes », gronda ses gestes, pointant une lance vers la poitrine d'Arminius. « Pourquoi devrions-nous faire confiance à quelqu'un qui s'est vendu à l'ennemi ?» Arminius ne recula pas. Au contraire, il arracha son armure romaine et resta nu devant les guerriers, exposant son corps aux flammes du bûcher. Lentement, il se mit à parler en ancien germanique, des mots qu'il n'avait pas prononcés depuis des années, mais qui coulaient de sa gorge comme une rivière brisant ses barrages. « J'ai vu Rome de l'intérieur », dit-il, sa voix résonnante entre les arbres. « J'ai vu comment ils nous traitent de chiens, comment ils rient de nos dieux, comment ils prévoient de transformer nos enfants en esclaves. Ils m'ont donné la citoyenneté romaine, mais ils ne peuvent pas me donner une âme romaine. Mon cœur bat encore avec le sang des Chérusques. Il rêve encore de forêts libres, où aucune aigle doré ne se posera jamais. » Il raconta alors les horreurs qu'il avait vues. Des villages entiers anéantis pour le plaisir, des femmes violées par des soldats ivres, des enfants vendus sur les marchés d'esclaves, des temples sacrés profanés et transformés en latrines. Il décrivit l'arrogance romaine, la certitude d'être supérieur à tous les autres peuples, le mépris avec lequel il traitait quiconque ne parlait pas latin. « Mais j'ai aussi appris leurs secrets », continua Arminius, les yeux brillants comme des braises. « Je connais leurs tactiques, je sais comment ils pensent, je comprends leurs points faibles. Rome m'a appris à détruire Rome, et maintenant, j'offre ce savoir à vous. » La forêt devint silencieuse. Même les grillons semblaient avoir cessé de chanter. Puis, un par un, les chefs tribaux commencèrent à s'exprimer. Certains doutaient encore, mais d'autres reconnaissaient l'opportunité unique qui se présentait. Jamais un Germain n'avait pénétré aussi profondément dans le système romain, jamais personne n'était revenu avec une connaissance aussi détaillée de l'ennemi. Arminius proposa une alliance temporaire entre des tribus ennemies depuis des générations. Chérusques, Châti, Mars, Bructère, tous unis dans un objectif commun, chasser Rome de Germanie à jamais. C'était une idée révolutionnaire, car les peuples germaniques coopéraient rarement, préférant régler leurs conflits par des guerres constantes. « Tant que nous nous battons entre nous, Rome nous dévore un par un », argumenta Arminius. Ils utilisent nos divisions contre nous, promettent de l'aide à une tribu pour en détruire une autre, puis brisent les vainqueurs quand ils deviennent gênants. Mais si nous faisons l'impensable, si nous nous unissons, même temporairement, nous pouvons donner à Rome une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Le plan qu'Arminius présenta était audacieux, au-delà de l'imaginaire.
Plutôt que d'affronter les légions en terrain découvert, où la discipline et l'équipement romain étaient supérieurs, il proposait de les attirer au cœur de la forêt, où la connaissance du terrain et les tactiques de guérilla neutraliseraient les avantages ennemis. Cela demanderait de la patience, une coordination parfaite et, surtout, la capacité de garder le secret jusqu'au moment du coup final. Durant les mois suivants, Arminius vécut une double vie sous tension extrême. Le jour, il servait de conseiller loyal à Varus, l'aidant à mettre en œuvre des politiques augmentant le ressentiment germanique contre Rome. La nuit, il galopait secrètement à travers les forêts, rencontrant les chefs tribaux, coordonnant les plans, construisant le réseau d'alliances, rendant l'impossible possible. À chaque réunion secrète, Arminius voyait la haine grandir dans les yeux des guerriers germaniques. Les politiques de Varus constituaient un catalogue d'humiliations. Impôts abusifs, forçant des tribus entières à la pauvreté, recrutement forcé de jeunes dans les troupes auxiliaires, exécution publique pour des crimes mineurs, confiscation de terres sacrées pour construire des forts romains. C'était comme si le gouverneur romain alimentait délibérément les flammes de la révolte. Et peut-être l'était-il, sans le savoir. Arminius, dans des conversations apparemment innocentes, suggérait subtilement qu'une politique plus dure serait nécessaire pour civiliser les Germains. Varus, confiant en la sagesse de son conseiller barbare romanisé, mettait en œuvre des mesures de plus en plus oppressives, sans réaliser qu'il creusait sa propre tombe. Le moment de vérité approchait. Arminius savait qu'il ne pourrait maintenir son apparence éternellement. Tôt ou tard, quelqu'un découvrirait ses activités nocturnes, ou un chef tribal impatient tenterait d'agir prématurément. La conspiration grossissait au-delà de son contrôle, devenant une force de la nature, exigeant libération. Pendant ce temps, il continuait à jouer le rôle du barbare reconnaissant et civilisé, souriant quand Varus louait ses progrès, participant à des banquets où des officiers romains trinquaient à la pacification de la Germanie. En lui, il comptait les jours restants avant que Rome ne découvre qu'elle n'avait pas créé un allié, mais l'architecte de sa propre destruction. Le chef caché était prêt à révéler son vrai visage. Et quand cela arriverait, les aigles romaines apprendraient que certains oiseaux préfèrent mourir en volant plutôt que vivre en cage. Le cri résonna dans le froid matinal comme le dernier souffle d'un mourant. Sur la place centrale du camp romain, une jeune Germaine d'à peine 16 ans était fouettée publiquement pour avoir manqué de respect à un centurion. Son dos nu saignait sous le fouet de cuir tressé et chaque coup arrachait des gémissements tranchants comme des lames. Arminius observait parmi la foule forcée d'assister, les poings serrés si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Publius Quintilius Varus présidait l'exécution avec l'indifférence de celui qui regarde abattre du bétail. Gros, chauve, paré d'anneaux dorés brillant au soleil matinal, il incarnait tout ce qu'il y avait de plus décadent dans l'aristocratie romaine. Son expérience en Syrie lui avait appris que les peuples barbares ne comprenaient que le langage de la violence, et il était déterminé à appliquer les mêmes méthodes brutales en Germanie. Que ceci serve d'exemple, déclara Varus d'une voix pâteuse, s'adressant à la foule de Germains forcés d'assister. Rome est patiente avec ceux qui montrent respect et obéissance. Mais ceux qui défient notre autorité découvriront que notre justice est aussi implacable que nos légions. La jeune fille s'effondra, inconsciente de douleur et de perte de sang. Des soldats romains la traînèrent par les cheveux jusqu'à une cellule improvisée où elle serait gardée comme exemple vivant du pouvoir impérial. Arminius sentit la bile monter dans sa gorge, mais s'obligea à garder une expression neutre. Il ne pouvait pas révéler ses sentiments, pas quand il était si près d'exécuter sa vengeance, mais ce ne fut pas la seule atrocité de cette journée maudite. Varus avait décidé qu'il était temps de moderniser l'administration germanique, introduisant le système fiscal romain avec toute sa complexité bureaucratique et sa cruauté systématique. Des familles vivant libres depuis des générations durent désormais remettre la moitié de leur récolte au trésor impérial. Des bergers furent contraints de céder leurs meilleurs animaux pour nourrir les légions. Des artisans eurent leurs outils confisqués pour être forcés de travailler exclusivement pour l'État romain.
Ce qui indignait le plus les Germains n'était pas seulement l'extorsion économique, mais la manière dont elle était appliquée. Des collecteurs d'impôts romains, accompagnés de gardes armés, envahissaient les foyers la nuit, fouillaient les objets sacrés, profanaient les autels domestiques et traitaient femmes et enfants comme des criminels en puissance. C'était une humiliation systématique, destinée à briser l'esprit d'un peuple fier. Arminius assista à des scènes gravées dans sa mémoire comme du fer rouge. Un vieillard de 80 ans, vétéran de dizaines de batailles tribales, fut forcé de s'agenouiller dans la boue devant un percepteur de 20 ans, à peine capable de tenir une épée. Une mère dut choisir lequel de ses 3 enfants serait emmené comme esclave pour payer une dette inventée par les bureaucrates romains. Des enfants furent séparés de leur famille et marqués au fer rouge comme propriété de l'État. Mais ce fut lors d'un rituel sacré des Mars que la brutalité romaine franchit toutes les limites. La tribu célébrait la fête de printemps, une cérémonie ancestrale dédiée aux esprits de la forêt assurant fertilité et protection. Événement religieux fondamental où des générations de guerriers avaient honoré leurs ancêtres et renouvelé leurs vœux aux dieux. Informé par un délateur de cette réunion suspecte, Varus ordonna qu'une centurie de légionnaires interrompe la cérémonie. Les soldats romains envahirent le bosquet sacré comme des démons sortis de l'enfer, renversant les autels, piétinant les offrandes, profanant des symboles religieux vénérés depuis des millénaires. Le prêtre le plus âgé, un homme de 90 ans gardien des secrets tribaux, fut crucifié à un chêne séculaire considéré comme demeure des dieux. Nous allons apprendre à ces barbares qu'il n'existe qu'un seul Dieu vrai, le pouvoir de Rome, hurla le centurion responsable du massacre, tandis que ces hommes brûlaient des manuscrits ancestraux contenant l'histoire orale d'une civilisation entière. Arminius observa tout cela depuis une colline proche, feignant de superviser une patrouille de routine. En lui, il sentait comme si 1000 démons déchiraient son âme. Ce n'étaient pas seulement des crimes contre les Mars, c'étaient des crimes contre tout ce que signifiait être germain. Rome ne conquérait pas seulement un territoire, elle tentait d'assassiner l'âme d'un peuple entier. Cette nuit-là, Arminius galopa furieusement à travers la forêt sombre, jusqu'au lieu de réunion secret. Il arriva les yeux injectés de sang, les mains tremblant de fureur contenue. Les chefs tribaux qui l'attendaient perçurent immédiatement que quelque chose avait changé chez le jeune Chérusque. Le masque de patience calculée s'était fissuré, révélant un déchaînement de haine menaçant de tout consumer. « Avez-vous vu ce qu'ils ont fait dans le bosquet sacré des Mars ?» demanda Arminius d'une voix rauque. « Ils ont crucifié Wotan, le gardien des traditions ancestrales. Ils ont brûlé des parchemins contenant les chants de nos aïeux. Ils ont transformé un lieu sacré en champ d'exécution. Les guerriers autour du feu grognèrent comme des loups blessés. Certains tirèrent leur épée à moitié du fourreau, d'autres crachèrent par terre et murmurèrent des malédictions contre les âmes des soldats romains morts. Mais ce fut Ségeste, l'ancien chef des Chatti, qui avait toujours douté des intentions d'Arminius, qui mit des mots sur le sentiment général. « Assez de plans et de patience !» rugit-il, frappant son poing contre le bouclier orné de symboles tribaux. Ils ont profané nos dieux, asservi nos enfants, violé nos femmes. Si nous attendons encore, il ne restera rien de notre peuple à sauver. Arminius hocha lentement la tête. Il savait que l'heure de l'action était venue, qu'il le veuille ou non. La brutalité de Varus avait enflammé les esprits germaniques au-delà du point de contrôle. Et toute tentative de retarder la révolte ne provoquerait que des explosions désorganisées que Rome écraserait facilement. Il fallait canaliser toute cette fureur dans une seule direction, la destruction totale des légions romaines. « Vous avez raison, dit-il, sa voix prenant le rythme hypnotique des anciens bardes. Rome nous a forcés à choisir entre l'esclavage et la mort. Nous choisissons la mort, mais pas la nôtre, la leur. » Durant les semaines suivantes, des messagers secrets sillonnèrent les forêts germaniques comme des fantômes, portant un seul message à toutes les tribus. L'heure de la guerre totale était arrivée. Ce ne serait pas une guerre comme les anciennes rivalités tribales, limitées par des règles d'honneur et de respect mutuel. Ce serait une guerre d'extermination où un seul camp survivrait.
Arminius travailla fébrilement à coordonner la plus grande alliance militaire de l'histoire germanique. Chérusque et Chatti mirent de côté des siècles d'inimitié. Mars et Bructère oublièrent des querelles territoriales ancestrales. Sicambre et Usipète unirent leurs forces malgré leurs différences religieuses. C'était un miracle de diplomatie tribale que seule la menace existentielle de Rome pouvait rendre possible. Chaque tribu apporta ses guerriers les plus expérimentés, ses armes les plus tranchantes, ses connaissances les plus secrètes. Des chasseurs connaissant chaque sentier devinrent espions. Des forgerons qui ne fabriquaient que des outils agricoles se mirent à produire en secret des pointes de lance. Des femmes n'ayant jamais touché d'armes apprirent à utiliser des arcs pour défendre leur foyer. Le plan qu'Arminius présenta aux chefs réunis était à la fois simple et génial. Plutôt que d'attaquer les Romains dans leur fort bien défendu, il les attirerait au cœur de la forêt de Teutoburg, où le terrain accidenté et la végétation dense annuleraient tous les avantages des formations de bataille romaines. Ce serait une embuscade à grande échelle, impliquant des milliers de guerriers coordonnés à travers des dizaines de kilomètres de forêts denses. Rome a conquis le monde en combattant en terrain découvert, où ses légions peuvent manœuvrer en formation, expliqua Arminius, dessinant des cartes sur la terre avec un bâton. Mais dans la forêt, ces aigles ne peuvent pas voler. Ces boucliers deviennent inutiles entre les arbres. Ces tactiques se transforment en pièges. Pour que le plan réussisse, il fallait attirer Varus et ses 3 légions, loin de la sécurité de leur fort. Arminius avait déjà pensé à l'appât parfait, un faux rapport sur une révolte lointaine exigeant une intervention militaire immédiate. Varus, confiant en sa supériorité et en la loyauté de son conseiller germain, marcherait droit vers la mort sans soupçonner le danger. Mais avant cela, Arminius fit un serment solennel devant tous les chefs tribaux. Il posa sa main droite sur une lance sacrée trempée dans le sang d'un sanglier sacrifié, et sa voix résonna à travers la forêt comme le rugissement d'un dieu de la guerre. Par les esprits de nos ancêtres, par l'honneur de nos enfants, par la liberté de notre terre, je jure que les légions 17, 18 et 19 ne reverront jamais Rome. Leurs eaux fertiliseront notre forêt, leurs aigles seront fondus pour fabriquer des outils à nos agriculteurs, et leurs noms seront oubliés par tous, sauf par les corbeaux qui dévoreront leurs cadavres. Les cendres de la honte s'étaient transformées en flammes de vengeance. Et Rome était sur le point de découvrir que certains peuples préfèrent mourir en combattant plutôt que vivre en se courbant. Le matin de septembre arriva sous une brume épaisse, transformant la forêt en un labyrinthe d'ombres et de murmures. Arminius chevauchait aux côtés de Varus, gardant le masque de loyauté qu'il avait perfectionné au fil des années de dissimulation. Mais sous l'armure romaine, son cœur battait au rythme ancestral des tambours de guerre germaniques. L'heure était venue de mettre en marche l'engrenage qui détruirait 3 légions romaines. Des rapports inquiétants sont arrivés cette nuit, dit Arminius d'une voix soigneusement modulée, tendant à Varus un parchemin qu'il avait lui-même falsifié. Les Bructères se sont révoltés au-delà du Vézère. Ils ont massacré une garnison romaine et incitent d'autres tribus à la révolte. Si nous n'agissons pas vite, toute la Germanie pourrait exploser en flammes. Varus lut le document, fronçant les sourcils, ses mains grasses laissant des traces huileuses sur le papyrus. Le gouverneur romain était nerveux depuis des semaines, percevant une tension croissante parmi les peuples germaniques qu'il ne comprenait pas. Impôts impayés, désertion dans les troupes auxiliaires, rapport de rituels secrets en forêt. Tout signe qu'un complot grandissait dans les profondeurs de la forêt germanique. Combien d'hommes sont impliqués dans cette révolte ? Demanda Varus, ajustant sa toge pourpre marquant son rang de gouverneur. Difficile à préciser, répondit Arminius, feignant d'étudier le parchemin. Mais les rapports suggèrent au moins 3000 guerriers, et ce nombre augmente chaque heure. Si nous ne les écrasons pas vite, d'autres chefs tribaux pourraient interpréter notre hésitation comme de la faiblesse. L'appât était lancé. Arminius connaissait bien assez la mentalité romaine pour savoir que Varus ne pouvait ignorer une menace directe au prestige impérial. Rome avait conquis la moitié du monde en affirmant que ses légions étaient invincibles et tout signe de faiblesse
pouvait encourager des révoltes ailleurs. Le gouverneur n'avait pas le choix. Il devait agir, exactement comme Arminius l'avait prévu. « Je convoquerai immédiatement les légions », déclara Varus, sa voix pleine de détermination et d'arrogance typique. 3 légions complètes devraient suffire à écraser ces barbares rebelles. Combien de jours de marche jusqu'à la région touchée? 3 jours à travers la forêt de Teutoburg, répondit Arminius, peinant à contenir sa satisfaction. Je connais un chemin qui nous permettra d'arriver rapidement et de surprendre les rebelles. Les sentiers sont étroits, mais nous gagnerons un temps considérable en évitant le long trajet le long de la rivière. Varus acquiesça, déjà imaginant la gloire qui l'attendait. Une victoire décisive sur les Germains rebelles consoliderait sa réputation, peut-être même lui valant un triomphe à Rome. Il ne soupçonnait pas qu'il était conduit comme un agneau à l'abattoir par quelqu'un en qui il faisait entièrement confiance. Le reste de la journée, le camp romain bourdonna d'activité. Des trompettes appelèrent les officiers à des réunions de planification, des soldats aiguisèrent leurs épées, réorganisèrent leur équipement, des esclaves transportèrent des vivres et préparèrent les convois accompagnant les légions. 20 000 hommes se préparaient à une marche qu'ils croyaient être une simple expédition punitive contre des barbares désorganisés. Arminius profita de la confusion pour envoyer ses propres messages. Des signaux de fumée apparemment innocents s'élevèrent de collines lointaines, alertant des observateurs germaniques cachés dans la forêt. Des oiseaux dressés volèrent vers des villages secrets, portant de petits morceaux de tissu dont les couleurs transmettaient des informations précises sur la taille et la composition des forces romaines. Le réseau de communication, mis des mois à établir, entrait enfin en action. La veille du départ, Arminius rencontra secrètement les commandants de ses troupes auxiliaires germaniques. Des hommes soigneusement choisis au fil des années, guerriers contraints de servir Rome mais n'ayant jamais oublié leurs origines. La rencontre eut lieu dans une clairière éloignée, loin des oreilles romaines, sous la lumière d'un croissant de lune semblant sourire à la vengeance qui approchait. « Demain, nous chevaucherons avec les légions pour la dernière fois, dit Arminius à voix basse, parlant en germanique, langue qu'il utilisait rarement en public. Quand nous atteindrons la forêt, quand les Romains seront là où nous voulons, vous saurez le moment. Le signal sera le rugissement d'un sanglier, et alors nous montrerons à ces envahisseurs ce que signifie réveiller la fureur des peuples libres. Un des auxiliaires, un jeune châti nommé Flavus, exprima le doute que tous ressentaient. Et si nous échouons? Si les Romains découvrent notre trahison avant l'heure? Arminius posa la main sur l'épaule du jeune homme, ses yeux brillants d'une détermination inébranlable. Alors nous mourrons en hommes libres, pas en esclaves, mais nous ne faillirons pas. Rome nous a enseigné ses tactiques, ses faiblesses, ses points aveugles. Maintenant, nous utiliserons ce savoir contre elle. L'aube arriva grise et humide, des nuages lourds promettant de la pluie avant la fin de la journée. C'était le temps idéal pour les plans d'Arminius. L'humidité rendrait plus difficile le maintien des équipements romains et la pluie transformerait les sentiers étroits en pièges de boue, rendant encore plus difficile la manœuvre des lourdes formations légionnaires. Les 3 légions partirent en marche avec la précision mécanique caractéristique de l'armée romaine. Les légions 17, 18 et 19, chacune d'environ 5000 hommes, formaient un serpent de fer et de cuir s'étendant sur des kilomètres à travers le paysage germanique. Des cavaliers ouvraient la voie, comme éclaireurs, des centurions criaient des ordres résonnant le long de la colonne, et les étendards dorés des aigles romaines brillaient même sous le ciel couvert. Arminius chevauchait en tête, guidant personnellement la force qu'il croyait mener à la victoire, mais qu'il conduisait en réalité à la destruction. Chaque pas des chevaux romains le rapprochait de la vengeance dont il rêvait depuis des années. Enfin, après une vie entière d'humiliation et de dissimulation, il pourrait révéler son vrai visage. En avançant vers l'intérieur de la Germanie, le terrain devenait progressivement plus accidenté, la végétation plus dense. Les routes pavées romaines cédaient la place à des sentiers de terre battus, puis à des chemins étroits serpentant entre des arbres centenaires. La formation romaine, conçue pour les champs de bataille ouverts, commença à se fragmenter et s'étirer alors que les soldats marchaient en file plus étroite.
Varus, transporté dans une litière luxueuse par des esclaves, restait confiant et insouciant. Pour lui, c'était juste une autre démonstration du pouvoir romain, une expédition qui écraserait rapidement quelques barbares rebelles et rétablirait l'ordre. Il ne réalisait pas que chaque kilomètre le menait plus profondément dans un territoire où les règles romaines ne s'appliquaient plus, où la forêt elle-même était devenue ennemie. Le deuxième jour de marche, alors que les légions étaient déjà profondément enfoncées dans la forêt de Teutoburg, Arminius révéla enfin ses cartes. Pendant une pause, il s'approcha de Varus, l'air préoccupé. « J'ai reçu des rapports indiquant que les rebelles ont changé de position », dit-il, montrant un autre parchemin falsifié. « Il semble qu'ils aient découvert notre approche et se dirigent vers une région encore plus éloignée. Si nous voulons les rattraper avant qu'ils ne s'échappent, nous devrons prendre un raccourci à travers la partie la plus dense de la forêt. » Varus hésita pour la première fois. Même pour un homme aussi arrogant, l'idée de conduire 3 légions à travers un terrain inconnu posait des questions. Mais Arminius, ce conseiller germain en qui il avait appris à faire entièrement confiance, semblait connaître chaque sentier. « Es-tu sûr de connaître le chemin ?» demanda le gouverneur romain. « J'ai grandi dans ces forêts », mentit Arminius avec une conviction absolue. « Je connais chaque arbre, chaque ruisseau, chaque colline. Je peux nous mener aux rebelles par un chemin qu'ils n'attendront jamais. » Ainsi, les 3 légions romaines pénétrèrent les profondeurs de la forêt de Teutoburg, suivant un guide qui les menait non à la victoire, mais au plus grand désastre militaire de l'histoire de Rome. Derrière eux, les sentiers qu'ils avaient empruntés étaient déjà bloqués par des guerriers germaniques se déplaçant comme des ombres entre les arbres. Le piège était refermé. 20 000 Romains marchaient joyeusement vers leur propre destruction, confiants en un homme qui avait juré sur les tombes de ses ancêtres qu'il ne reverrait jamais les murs de Rome. Arminius sourit pour la première fois depuis des années, un sourire qui n'avait rien de romain, mais était pur loup germain, anticipant le goût du sang. La pluie commença peu après midi, transformant les sentiers étroits en rivières de boue, collant aux sandales des légionnaires comme des griffes visqueuses. Arminius observa avec une satisfaction sombre la formation romaine se désagréger peu à peu, s'étirant sur des kilomètres de forêt dense comme un serpent blessé rampant vers un abri. Varus, toujours confortablement installé dans sa litière ornée, restait inconscient du danger. Les rideaux de soie pourpre le protégeant de la pluie l'isolaient aussi de la réalité. Ces 3 légions n'étaient plus une force militaire cohérente, mais une foule désorganisée progressant dans un terrain semblant conçu par les dieux pour favoriser les embuscades. Le sentier devient encore plus étroit devant, informa Arminius, s'approchant de la litière de Varus avec une fausse inquiétude. Mais c'est le seul chemin pour atteindre les rebelles avant la nuit. Je suggère de maintenir le rythme malgré les difficultés. Le gouverneur romain acquiesça distraitement, plus intéressé par un rouleau de rapports administratifs d'autres provinces, semblant plus important que la réalité immédiate de 20 000 hommes marchant vers la mort. Cette arrogance, cette incapacité à comprendre que le monde ne tournait pas autour de Rome, était ce qu'Arminius avait appris à exploiter avec maestria. Dans les profondeurs de la forêt, où les branches entrelacées bloquaient presque toute la lumière, des milliers de guerriers germaniques attendaient en silence absolu. Positionnés la nuit précédente, ils s'étaient déplacés comme des fantômes à travers des territoires connus depuis l'enfance. Chaque arbre, chaque pierre, chaque dépression était devenue une position défensive potentielle. Ces gestes, l'ancien chef des Chatti, qui avait d'abord douté d'Arminius, commandait le plus grand contingent, positionné sur les collines dominant le défilé central. Ces hommes étaient peints avec des teintes de guerre aux couleurs de la forêt, vert, brun et noir les rendant presque invisibles. Chaque guerrier portait des lances légères pour le lancer, ainsi que ses armes traditionnelles pour le combat rapproché. La première centurie romaine à entrer dans la zone de mort était commandée par un vétéran nommé Marcus Crassus, ayant combattu en Gaule sous César et croyant connaître tous les ruses des barbares européens. Mais il n'avait jamais affronté des Germains sur leur propre territoire, jamais combattu dans une forêt où chaque ombre pouvait cacher un ennemi, chaque son annonçait la mort.
Arminius chevauchait maintenant en arrière-garde, s'étant discrètement éloigné de l'avant-garde sous prétexte de vérifier les vivres. Quand il entendit enfin le son attendu, le long rugissement d'un sanglier résonnant entre les arbres, il sut que l'heure de vérité était arrivée. C'était le signal qu'il avait choisi, parfaitement imité par un guerrier germanique caché sur les collines. L'enfer se déchaîna de toutes les directions à la fois. Des milliers de lances volèrent des arbres comme une pluie mortelle, transperçant des boucliers, traversant des armures, s'enfonçant dans des corps, n'ayant pas le temps de crier. L'air s'emplit d'un bourdonnement sinistre, tandis que des projectiles de pierre, lancés par des frondes, brisaient des crânes et des os. Des flèches tirées par des arcs composés traversèrent la pluie comme des guêpes furieuses, trouvant chaque faille dans la protection romaine. Marcus Crassus fut parmi les premiers à mourir. Une lance germaine transperça sa poitrine juste sous le cœur, le clouant à un chêne où il mourut en voyant ses hommes massacrés autour de lui. Ses dernières pensées furent de l'incrédulité. Comment des barbares désorganisés avaient-ils pu organiser une embuscade d'une telle ampleur ? La formation romaine, déjà fragilisée par le terrain difficile, s'effondra complètement sous l'attaque surprise. Des soldats qui marchaient en colonne disciplinée quelques minutes plus tôt couraient maintenant en panique, trébuchant les uns sur les autres, perdant armes et équipements dans la boue glissante. Les cris de commandement des centurions se perdaient dans le rugissement de la bataille et les gémissements des blessés. Varus comprit enfin le danger quand une lance traversa les rideaux de sa litière, passant à quelques centimètres de sa tête. Le gouverneur romain, qui lisait des rapports quelques minutes plus tôt comme s'il était dans son palais, se retrouvait maintenant au cœur d'un cauchemar, où la mort venait de toutes parts. « Où est Arminius ?» cria-t-il à ses gardes personnels, réalisant enfin que son conseiller germain avait disparu. « Nous avons besoin de ses auxiliaires pour nous protéger. » Mais les auxiliaires germaniques avaient déjà révélé leur vraie loyauté. Au lieu de défendre leurs alliés romains, ils rejoignirent le massacre avec une férocité redoublée. Beaucoup connaissaient personnellement les soldats qu'ils tuaient maintenant, avaient partagé repas et marches avec eux, mais des années d'humiliation et de haine refoulée explosaient en violence sauvage. Flavius, le jeune auxiliaire châti qui avait exprimé des doutes la veille, décapita le centurion qui l'insultait quotidiennement depuis 2 ans. D'autres auxiliaires attaquèrent par derrière des soldats qu'ils considéraient comme camarades, plantant des poignards entre les omoplates, tranchant des gorges avec une efficacité brutale. C'était la trahison dans sa forme la plus pure et la plus dévastatrice. Arminius révéla enfin son vrai visage en trouvant un groupe d'officiers romains tentant de se défendre derrière des chariots renversés. Il jeta son casque romain, arracha la cape cachant ses tatouages tribaux et cria en germanique une phrase résonnant à travers la forêt comme le rugissement d'un dieu de la guerre. « Je suis Arminius, fils de Ségimère, prince des Chérusques. Rome m'a appris à combattre. Maintenant, j'utilise ce savoir pour la détruire. » La transformation fut complète. L'officier romain civilisé disparut, révélant le guerrier germain qui s'était caché des années derrière un masque de loyauté. Arminius combattait maintenant avec la férocité de ses ancêtres, chaque coup de son épée alimenté par des années d'humiliation et de haine cristallisée. Un tribun militaire romain tenta de le provoquer en duel, criant sur l'honneur et la gloire impériale. Arminius répondit en lui tranchant la tête d'un seul coup, puis souleva le trophée sanglant au-dessus de sa tête en hurlant comme un loup. C'était un son qui glaça le sang des Romains survivants. Ce n'était pas humain, c'était le cri de guerre d'une force primitive que Rome avait tenté de dompter, mais jamais brisée. La cavalerie romaine, fierté des légions, découvrit qu'elle était inutile dans la forêt dense. Les chevaux trébuchaient sur des racines cachées, s'arrêtaient devant des troncs tombés, devenaient fous à l'odeur du sang et aux cris. Beaucoup de cavaliers furent désarçonnés et tués avant même de pouvoir dégainer leurs épées. Au fil de la journée, le massacre s'intensifia. Des guerriers germaniques apparaissaient et disparaissaient entre les arbres comme des démons de la forêt, attaquant toujours sur les flancs et l'arrière, ne donnant jamais une cible claire à la riposte romaine. C'était une forme de guerre totalement différente de tout ce que les légions avaient affronté. Pas une bataille,
mais une chasse où ils étaient la proie. Les étendards dorés des aigles romaines, symboles sacrés de l'invincibilité impériale, furent abattus un par un. Des guerriers germaniques piétinèrent les insignes représentant des siècles de conquête, crachant sur des symboles ayant terrifié la moitié du monde. C'était une profanation délibérée, visant à briser non seulement les corps romains, mais leurs esprits. Quand la nuit arriva enfin, apportant une obscurité solide comme un mur de pierre, des milliers de Romains gisaient morts entre les arbres de la forêt de Teutoburg. Leur sang teignit de rouge les ruisseaux coulant entre les racines, nourrissant la terre germanique avec la vie de leurs envahisseurs. Mais le massacre ne faisait que commencer. Varus vivait encore, ainsi que des milliers de ses hommes. L'aube apporterait de nouveaux horreurs, et Arminius ne s'arrêterait pas avant que le dernier aigle romain soit réduit au silence pour toujours. Les arbres de la forêt de Teutoburg avaient goûté le sang impérial, et ils en voulaient encore. L'aube du deuxième jour arriva sans soleil, seulement une lumière grise et maladive filtrant à travers la canopée comme le souffle d'un mourant. Publius Quintilius Varus se réveilla au cœur du cauchemar que sa vie était devenue, entouré des gémissements des blessés et de l'odeur du sang coagulé imprégnant l'air humide de la forêt. Pendant la nuit, les survivants romains avaient tenté de construire une défense improvisée avec des chariots renversés, des boucliers brisés et les corps de leurs camarades morts. Mais c'était une forteresse pathétique, plus psychologique que militaire, offrant seulement une illusion de protection contre un ennemi semblant sortir de la terre germanique. Varus regarda les visages autour de lui et vit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru voir chez des soldats romains, une peur absolue. Pas la peur naturelle avant la bataille, mais la terreur paralysante de celui qui découvre que tout en quoi il croyait était un mensonge. L'invincibilité des légions, la supériorité de la civilisation romaine, l'inéluctabilité de la victoire impériale, tout s'était effondré en quelques heures de massacre dans la forêt. « Combien d'hommes avons-nous encore opérationnels ?» demanda le gouverneur à un centurion dont le bras droit pendait inerte, broyé par une masse germaine. « Difficile à préciser dans cette situation, » répondit l'officier, évitant le mot « défaite. »« Peut-être 8000, peut-être 10 000. Beaucoup sont trop blessés pour combattre, et nous avons presque perdu toute la cavalerie. 8000 hommes d'une armée partie avec 20 000. En moins de 24 heures, Varus avait perdu plus de soldats que bien des généraux romains en entière campagne. Et le pire était de savoir qu'Arminius, l'homme en qui il avait eu une confiance totale, était l'architecte de cette destruction. « Où est ce traître ?» rugit Varus, sa voix chargée d'une fureur à peine contenue. « Où est ce chien germain qui nous a conduits dans ce piège ?» Comme s'il avait entendu la question, la voix d'Arminius résonna entre les arbres, amplifiée par l'acoustique naturelle de la forêt dense. Mais maintenant, il parlait en latin avec un accent délibérément exagéré, se moquant de la langue qu'on l'avait forcé à apprendre. « Me voici, Varus !» cria le prince chérusque depuis un lieu invisible parmi les arbres. « Le barbare que vous avez essayé de civiliser, le chien que vous avez voulu dompter. Voyez comme j'ai bien appris les leçons romaines. J'utilise votre propre stratégie contre vous. » La réponse fut une nouvelle pluie de projectiles tombant sur la position romaine comme un grêlon mortel. Lances, flèches, pierres et dards volèrent de toutes parts, perforant la défense improvisée, trouvant la chair romaine avec une précision dévastatrice. Mais cette fois, les Germains ne se contentèrent pas d'attaques à distance. Des guerriers peints pour la guerre surgirent des arbres comme des démons primordiaux, fonçant vers les barricades romaines avec des cris capables de briser la pierre. C'étaient des hommes transformés par la fureur ancestrale en créatures dépassant l'humain ordinaire, animés par des siècles de haine refoulée contre tout ce que Rome représentait. Le combat qui suivit fut encore plus brutal que le massacre de la veille. Sans espace pour manœuvrer, Romains et Germains s'affrontèrent au corps à corps dans un duel ressemblant plus à une lutte entre bêtes sauvages qu'entre êtres civilisés. Des épées se brisaient contre des boucliers, des lances s'enfonçaient dans les viscères, des poignards trouvèrent des gorges dans des étreintes mortelles.
Varus tenta de maintenir un semblant de commandement, criant des ordres perdus dans le rugissement de la bataille. Mais ces hommes n'étaient plus des soldats disciplinés d'une machine impériale, c'étaient des animaux acculés, luttant pour leur survie. La formation romaine, base de toute leur victoire, s'était complètement désintégrée. Un jeune légionnaire, âgé de 18 ans, pleurait en tenant une épée qu'il pouvait à peine soulever. Il s'était enrôlé, rêvant de gloire et de conquête, imaginant des défilés triomphaux à Rome où il serait acclamé comme un héros. Au lieu de cela, il se retrouvait mourant dans la boue d'une forêt barbare, ses entrailles glissant entre ses douègres, tandis qu'un guerrier germain le regardait sans la moindre compassion. Ses gestes, le chef Chatti, devenu un des principaux commandants de la coalition germaine, menait personnellement les attaques les plus féroces. Le vieux guerrier, déjà passé 60 ans, combattait avec l'énergie d'un homme à moitié son âge, motivé par des décennies d'humiliation sous le joug romain. Chaque coup de sa hache de guerre était alimenté par le souvenir des tribus extorsionnées, des exécutions publiques et des profanations religieuses. Pour chaque enfant vendu comme esclave, rugit-il, décapitant un centurion romain. Pour chaque temple profané, continua-t-il, écrasant le crâne d'un autre soldat. Pour chaque vieillard forcé de s'agenouiller devant des collecteurs d'impôts. Au fil de la journée, la situation romaine devenait de plus en plus désespérée. Les vivres s'épuisaient, les blessés s'accumulaient sans soin possible, et le siège germain se resserrait comme un serpent constrictor écrasant sa proie. Pis encore, la pluie continuait, transformant le champ de bataille en marécage, où il était impossible de distinguer amis et ennemis. Ce fut pendant une trêve temporaire, quand les deux côtés s'écartèrent pour reprendre souffle, qu'Arminius apparut enfin personnellement devant Varus. Le prince chérusque sortit des arbres seul, sans armes visibles, marchant avec la confiance de celui qui savait contrôler la situation. Ses vêtements romains avaient disparu, remplacés par des peaux de loup et des symboles tribaux peints sur sa peau nue. « Reconnaissez-vous le garçon que vous avez aidé à civiliser ?» demanda Arminius, s'arrêtant à quelques mètres des barricades romaines. Le barbare qui a appris le latin, étudié les tactiques militaires, servi fidèlement à l'Empire. Varus l'observa avec un mélange de haine et d'incompréhension. « Pourquoi ?» demanda le gouverneur d'une voix rauque. « Tu avais tout, citoyenneté, richesse, statut. Pourquoi échanger cela contre ceci ?» Arminius rit, un son dénué d'humanité. « Parce que vous n'avez jamais compris qu'il existe des choses plus importantes que l'or romain. La liberté, l'honneur, le droit de mourir homme libre plutôt que de vivre esclave civilisé. Tu nous as trahis, accusa Varus, pointant un doigt tremblant vers le prince chérusque. Tu as brisé des serments sacrés, violé la confiance que nous t'avions accordée. Trahison, répondit Arminius, sa voix gagnant en intensité. Qui a trahi qui, Varus? Qui a envahi des terres qui ne lui appartenaient pas? Qui a asservi des peuples libres? Qui a profané des temples sacrés et crucifié des vieillards innocents? Je n'ai fait qu'offrir à Rome un petit échantillon de la violence qu'elle répand dans le monde. La conversation fut interrompue par une nouvelle vague d'attaques germaniques, encore plus coordonnées et destructrices que les précédentes. Cette fois, les guerriers utilisèrent le feu comme arme, lançant des torches enflammées sur les barricades romaines, forçant les survivants à abandonner leur position. C'était une tactique qu'Arminius avait apprise en étudiant les manuels militaires romains. Varus comprit enfin qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Ces légions, fierté de l'Empire et terreur des barbares européens, étaient systématiquement anéanties par un ennemi connaissant chacune de leurs faiblesses. Le gouverneur romain, habitué au luxe de l'aristocratie impériale, se retrouvait face à une réalité brutale. Il allait mourir dans la boue d'une forêt germanique, loin de Rome, loin de la civilisation, loin de tout ce qui donnait un sens à son existence. Comprenant que la fin était proche, Varus prit la seule décision, lui laissant un dernier vestige de dignité romaine. Il tira son épée, la lame faiblement brillante sous la lumière filtrée, et la planta contre sa poitrine. « Je préfère mourir romain que vivre prisonnier de barbares », déclara-t-il aux hommes autour de lui, qui l'observaient avec un respect renouvelé. Puis, d'un seul mouvement,
Il enfonça l'épée à travers ses côtes, transperçant son cœur et mettant fin à la vie d'un des plus hauts représentants du pouvoir impérial. La mort de Varus marqua la fin de la résistance organisée. Les légionnaires survivants, voyant leur commandant mort et comprenant qu'il n'y avait plus d'espoir, commencèrent à se rendre ou à tenter des fuites désespérées à travers la forêt. Mais Arminius ne voulait pas de prisonniers, il voulait l'extermination totale. Quand le 3e jour se leva, la forêt de Teutoburg était devenue un cimetière géant. 20 000 Romains y étaient entrés. Moins de 100 réussirent à s'échapper pour raconter l'histoire. Les légions 17, 18 et 19 avaient simplement cessé d'exister, leurs étendards capturés, leurs aigles profanés, leurs hommes devenus nourriture pour les corbeaux. Arminius ordonna que les têtes des officiers romains soient tranchées et fixées sur des lances, plantées le long des sentiers comme avertissement aux futurs envahisseurs. Le crâne de Varus reçut un traitement spécial, envoyé en macabre cadeau à l'empereur Auguste, accompagné d'un simple message: la Germanie ne sera jamais romaine. À Rome, quand la nouvelle du désastre arriva enfin, l'empereur Auguste entra en état de choc. On dit qu'il passa des semaines à se frapper la tête contre les murs du palais impérial, criant sans cesse « Varus, rends-moi mes légions! Varus, rends-moi mes légions !» Mais les légions ne revinrent jamais. Leurs os fertiliseraient la terre germanique, et leurs fantômes hantraient les cauchemars romains pour les générations à venir. Arminius avait accompli l'impossible, infligé à Rome une défaite si dévastatrice qu'elle changea à jamais le cours de l'histoire européenne. La Germanie était libre et le monde avait découvert que l'Empire romain était mortel. Les nouvelles de la catastrophe de Teutoburg atteignirent Rome comme un ouragan dévastant une ville endormie. Des messagers chancelants, survivants dépenaillés de la plus grande défaite militaire romaine en des siècles, titubèrent à travers les portes de la capitale impériale, portant des récits semblant des cauchemars fiévreux. 20 000 hommes morts. 3 légions entières anéanties, les aigles sacrés capturés par des barbares à peine capables de forger le fer. L'empereur Auguste, architecte de la grandeur impériale, celui qui avait transformé Rome d'une république décadente en machine de conquête mondiale, reçut la nouvelle dans son palais du Palatin. À 71 ans, l'homme ayant conquis l'Égypte, subjugué la Gaule et étendu les frontières romaines jusqu'aux confins du monde connu, découvrait que son chef-d'œuvre avait des fissures mortelles. Le premier messager fut un centurion nommé Gaius Flavius, vétéran de nombreuses campagnes, ayant échappé au massacre par pur hasard. Une blessure la veille de la bataille l'avait retenu en arrière-garde lors de l'embuscade. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage marqué de profondes coupures, ses yeux portant le regard vide de celui qui a vu l'enfer. « Parle !» ordonna Auguste, sa voix ne trahissant qu'une fraction de la tension qu'il ressentait. L'empereur avait appris au fil des décennies qu'un dirigeant ne devait jamais montrer sa faiblesse, même face aux pires nouvelles. « Les légions ont été détruites, César, » dit Flavius d'une voix rauque. « Les 17, 18 et 19 n'existent plus. Varus est mort. Arminius, l'auxiliaire germain, il nous a trahis. C'était tout un piège. » Le silence qui suivit fut absolu. Auguste resta immobile comme une statue de marbre, assimilant des informations défiant sa compréhension. 3 légions représentaient près de 15% de toute l'armée romaine. Des unités d'élite, vétérans de multiples campagnes, commandées par des officiers expérimentés. Comment avaient-elles pu être simplement anéanties ? Mais ce fut en apprenant qu'Arminius était responsable de la trahison qu'Auguste ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. Une peur réelle, pas pour sa propre vie, mais pour l'avenir de l'empire qu'il avait construit. Un barbare éduqué par Rome, formé par ses légions, connaissant ses tactiques, avait utilisé ce savoir pour infliger la plus grande défaite militaire romaine depuis Carès. Dans les jours suivants, d'autres survivants arrivèrent avec des détails encore plus troublants. Ils parlèrent de l'embuscade parfaitement coordonnée, de guerriers germaniques semblant sortir des arbres, de la désertion massive des auxiliaires se retournant contre leurs alliés. Mais ce qui troubla le plus Auguste fut le récit d'Arminius.
sa transformation d'officier romain loyal en démon de la guerre germaine, sa capacité à unir des tribus traditionnellement rivales, sa connaissance intime des faiblesses romaines. L'empereur commença à présenter des symptômes que les médecins de la cour ne pouvaient expliquer. Il se réveillait la nuit en criant « Varus, rends-moi mes légions !» une phrase qui devint légendaire. Le jour, il errait dans les couloirs du palais comme un fantôme, murmurant seul, se cognant la tête contre les murs de marbre quand il croyait n'être vu de personne. Rome, habituée aux victoires constantes et à l'expansion territoriale ininterrompue, connut une crise psychologique collective. Dans les rues, les citoyens chuchotaient que la fin du monde était proche. Dans les temples, les prêtres offraient des sacrifices désespérés pour apaiser des dieux semblant avoir abandonné l'Empire. Au Sénat, des politiciens opportunistes remettaient en question l'efficacité militaire de l'empereur. Mais Auguste n'était pas homme à accepter passivement les défaites. Après des semaines d'apparente prostration, il convoqua une réunion d'urgence avec ses principaux commandants militaires. Le Rome qu'ils trouvèrent au palais n'était plus le dirigeant confiant d'autrefois, mais un homme vieilli prématurément par le choc, animé désormais par une soif de vengeance transcendante. « La Germanie nous a humiliés », déclara Auguste, sa voix glaciale figeant le sang des présents. « Un barbare que nous avons éduqué, civilisé et élevé a utilisé notre propre générosité contre nous. Cela ne peut rester impuni, pas par orgueil, mais par survie. Si nous laissons cette offense sans réponse, d'autres peuples conquis pourraient interpréter notre inaction comme de la faiblesse. » La responsabilité de la vengeance fut confiée à Tibère, fils adoptif d'Auguste, et l'un des commandants militaires romains les plus compétents. Tibère avait conquis la Pannonie, réprimé des révoltes en Dalmatie et prouvé à maintes reprises sa capacité à transformer des défaites en victoires par un plan méticuleux et une exécution implacable. La préparation de la campagne de représailles prit 2 années entières. Rome mobilisa des ressources à une échelle inédite depuis les guerres puniques, recrutant 8 légions complètes et des milliers de troupes auxiliaires de tout l'Empire. Des artisans travaillèrent jour et nuit à forger armes et armures. Des ingénieurs conçurent des machines de siège adaptées à la guerre en forêt. Des espions furent envoyés en Germanie pour cartographier les territoires et identifier les points faibles des défenses tribales. Mais Arminius n'était pas inactif. La victoire de Teutoburg avait fait du prince chérusque une figure légendaire parmi les peuples germaniques, un symbole vivant que Rome pouvait être vaincue. Des tribus ayant vécu en conflit pendant des siècles commencèrent à envoyer des ambassadeurs, proposant des alliances contre l'ennemi commun. Le nom d'Arminius était chanté dans des chansons de guerre résonnant d'un bout à l'autre de la Germanie. Mais l'unité tribale, forgée dans la chaleur du combat contre un ennemi extérieur, commença à se fissurer quand la pression diminua. De vieilles rivalités ressurgirent, des querelles territoriales furent ravivées. Et certains chefs commencèrent à douter de la sagesse de provoquer davantage la colère de Rome. La machine de guerre germanique, ayant anéanti 3 légions, commença à se fragmenter sous les divisions internes. Le propre frère d'Arminius, Flavius, ayant servi comme auxiliaire romain et survécu au massacre en étant affecté ailleurs, devint un symbole des divisions déchirant les familles germaniques. Flavius avait pleinement adopté la culture romaine, se considérait plus citoyen de l'Empire qu'un membre de tribu barbare et voyait la révolte de son frère comme une trahison non seulement envers Rome, mais envers la civilisation elle-même. La rencontre entre les 2 frères, sur les rives du Weser, sous un drapeau de trêve, devint l'une des scènes les plus dramatiques de l'histoire germanique. Flavius arriva en armure romaine complète, monté sur un cheval de guerre impérial, accompagné d'une escorte de légionnaires. Arminius apparut en peau de loup traditionnelle, peint avec des symboles tribaux, entouré de guerriers le vénérant comme un dieu de la guerre. « Il est encore temps de te racheter », dit Flavius en latin, refusant de parler le germanique qu'il jugeait primitif. « Rome est généreuse envers ceux qui reconnaissent leurs erreurs. Tu pourrais être pardonné, réintégré à ton poste, même récompensé pour ton changement de perspective. » Arminius rit, un son résonnant à travers le fleuve comme le hurlement d'un loup solitaire. « Pardonné, pourquoi ?
pour refuser de m'agenouiller devant des esclavagistes, pour défendre la terre où nous sommes nés, pour choisir de mourir libre plutôt que de vivre comme un chien domestiqué? Tu as condamné notre peuple à la destruction, répliqua Flavius, sa voix chargée d'une douleur sincère. Rome n'oublie pas, Rome ne pardonne pas. Ils reviendront avec une force suffisante pour transformer toute la Germanie en cendres. Alors qu'ils viennent, répondit Arminius, pointant vers les forêts s'étendant à l'horizon. Cette terre a déjà goûté le sang romain, elle a faim de plus. Quand Tibère envahit enfin la Germanie en 10 après Jésus-Christ, il apporta non seulement des soldats, mais une soif de vengeance dépassant les objectifs militaires normaux. Ce n'était pas une campagne de conquête, mais une expédition punitive conçue pour infliger le maximum de souffrance au peuple ayant osé défier Rome. Les tactiques romaines avaient radicalement changé depuis Teutobourg. Plutôt que de grandes colonnes vulnérables aux embuscades, Tibère employa plusieurs forces plus petites avançant parallèlement, maintenant une communication constante et une couverture mutuelle. Des ingénieurs militaires construisirent des routes à travers les forêts, créant des couloirs sécurisés. Des éclaireurs natifs, recrutés parmi des tribus hostiles à Arminius, cartographièrent chaque sentier et clairière. La réponse romaine fut méthodique et impitoyable. Des villages entiers furent brûlés, des champs empoisonnés au sel, des troupeaux massacrés pour priver les Germains de subsistance. Femmes et enfants vendus comme esclaves, vieillards crucifiés comme exemple, jeunes guerriers forcés de combattre comme gladiateurs pour le divertissement des troupes. Arminius tenta de répéter les tactiques ayant réussi à Teutobourg, mais découvrit que les Romains avaient appris de leur défaite. Les embuscades étaient anticipées et neutralisées. Les attaques surprises repoussées par des formations défensives adaptées. L'avantage tactique ayant donné aux Germains une supériorité décisive fut progressivement neutralisé par l'adaptation romaine. Pire encore, les divisions internes germaniques s'approfondirent sous la pression. Certaines tribus, terrifiées par la brutalité romaine, envoyèrent des ambassadeurs offrant leur soumission en échange de clémence. D'autres, épuisés par des années de guerre, commencèrent à douter si Arminius n'avait pas provoqué une catastrophe plus grande que la victoire qu'il avait apportée. La situation s'aggrava encore quand Germanicus, neveu de Tibère et l'un des commandants militaires les plus brillants de sa génération, prit le commandement des opérations en Germanie. Germanicus était tout ce que Varus n'avait pas été. Jeune, compétent, respectueux des cultures locales, capable d'inspirer une loyauté fanatique à ses hommes. Sous son commandement, Rome commença à reconquérir les territoires perdus après Teutobourg. Plus important, le général réussit à exploiter les divisions tribales germaniques, offrant des conditions favorables aux chefs prêts à changer de camp. La coalition qu'Arminius avait si péniblement construite commença à se désagréger comme du sable entre les doigts. Lui-même, qui à Teutobourg semblait une force de la nature impossible à arrêter, commença à montrer les signes du poids psychologique de 20 ans de guerre totale. À 35 ans, il semblait un homme de 60, marqué par les cicatrices de dizaines de batailles, portant le fardeau d'avoir condamné son peuple à un conflit peut-être impossible à gagner. Rome avait appris que certains prix étaient trop élevés pour être payés seuls. Et Arminius allait découvrir que détruire 3 légions n'était que le début d'une guerre qui consumerait tout ce qu'il aimait. 21 ans s'étaient écoulés depuis le massacre de Teutobourg et Arminius marchait seul sur les sentiers de la forêt où il avait écrit son nom dans l'histoire avec le sang romain. À 46 ans, l'homme qui avait été à la fois la terreur et le salut de la Germanie portait le poids de 20 années de guerre ininterrompue dans ses épaules voûtées et son regard las de celui ayant vu trop de morts. La forêt restait la même, chênes centenaires murmurant des secrets ancestraux, ruisseaux coulant sur des pierres polies par des millénaires, l'odeur de terre humide et de feuilles décomposées définissant l'âme germaine. Mais l'homme marchant entre les arbres était l'ombre du guerrier farouche ayant uni des tribus rivales et brisé l'invincibilité romaine. Arminius était devenu un fantôme de lui-même, hanté par les esprits de ceux qu'il avait combattus pour défendre. Les campagnes de Tibère et Germanicus avaient coûté un prix terrible à la Germanie. Des villages entiers avaient disparu,
réduits en cendres par des soldats romains assoiffés de vengeance. Des populations ayant vécu libres pendant 1000 générations avaient été réduites en esclavage ou dispersées comme des feuilles au vent. Même les dieux germaniques semblaient avoir abandonné une terre devenue un champ de bataille perpétuel entre deux mondes irréconciliables. Mais peut-être la blessure la plus profonde fut la fragmentation du peuple qu'Arminius avait tenté d'unir. Les tribus retournèrent à leurs anciennes rivalités, certaines s'alliant même à Rome contre leurs frères germaniques. La vision d'une Germanie libre et unie, pour laquelle le prince chérusque avait tout sacrifié, s'était effondrée comme un château de sable sous la pluie des divisions internes. Ces gestes, l'ancien chef châti ayant combattu aux côtés d'Arminius à Teutoburg, devint l'un des exemples les plus douloureux de cette fragmentation. Las de décennies de guerre et voyant son peuple s'étioler sous le conflit constant, le vétéran avait envoyé des émissaires à Rome offrant sa soumission en échange de paix. C'était une trahison qui brisa le cœur d'Arminius plus profondément que toute blessure de bataille. « Tu nous as condamnés à une guerre que nous ne pouvons gagner », avaient dit Ségeste lors de leur dernier entretien. Ces mots chargés d'une amertume que des décennies d'amitié ne pouvaient atténuer. Rome est immortelle. Nous pouvons tuer ses légions, mais d'autres viendront. Nous pouvons abattre ses généraux, mais d'autres prendront leur place. Que gagnes-tu avec Teutoburg? Sinon transformer nos fils en orphelins et nos femmes en veuves. Arminius avait tenté de répondre, mais les mots lui manquaient face à une accusation résonnant ses propres peurs les plus profondes. Avait-il libéré la Germanie du joug romain ou simplement la condamné à une agonie prolongée? Ces questions le hantaient durant les longues nuits sans sommeil, quand il entendait les cris des morts mêlés au vent sifflant entre les pins. La solitude caractérisant désormais la vie d'Arminius était absolue. Son épouse, Thusnelda, avait été capturée par Germanicus lors d'une des nombreuses batailles après Teutoburg. Emportée à Rome comme trophée de guerre, elle donna naissance à un fils d'Arminius qui grandirait en esclave impérial, ne connaissant jamais la liberté pour laquelle son père s'était battu. C'était une ironie cruelle, plus tranchante que n'importe quelle épée romaine. Son frère Flavius restait un fantôme vivant du chemin non choisi, servant Rome avec une loyauté inébranlable, tout en observant de loin la dévastation germaine. Dans leur rare communication, Flavius ne montrait pas de satisfaction face à la situation d'Arminius, seulement une tristesse profonde pour le destin d'un frère ayant choisi une voie qu'il jugeait inévitablement suicidaire. Mais ce fut la trahison finale qui scella le destin d'Arminius, et elle vint de là où il l'attendait le moins. Des membres de sa propre tribu, menés par Adgandestrius, un jeune noble chérusque ayant grandi en écoutant les récits de la gloire de Teutoburg, en étaient venus à la conclusion que leur chef était devenu un obstacle à la paix. Pas par lâcheté ou amour de Rome, mais par pragmatisme brutal. Arminius était devenu un symbole si puissant de résistance que son simple existence empêchait toute réconciliation avec l'Empire. La conspiration se forma lentement, tissée dans l'ombre par des hommes ayant combattu sous ses ordres, mais ne voyant désormais que destruction dans l'avenir. Ce n'était pas la haine qui les motivait, mais le désespoir, la perception que tant que le héros de Teutoburg vivrait, Rome n'accorderait jamais la paix à la Germanie. La réunion finale eut lieu lors d'un conseil tribal convoqué pour discuter des propositions de paix romaines. Arminius arriva désarmé, selon la tradition des réunions diplomatiques, confiant en la sainteté des protocoles ancestraux régissant ces rencontres. C'était une confiance qui s'avérerait fatale. Les anciennes règles étaient devenues des luxes que la Germanie dévastée ne pouvait plus s'offrir. Adgandestrius fut le premier à attaquer, plantant un poignard entre les côtes d'Arminius d'un mouvement si rapide que le vétéran eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait. D'autres conjurés suivirent, leurs lames trouvant une chair ayant survécu à des centaines de batailles, mais succombant à la trahison de ceux qu'il avait tenté de sauver. Arminius tomba à genoux, son sang teignant la terre sacrée où tant de décisions tribales avaient été prises au fil des siècles. Mais même dans la mort, ses yeux conservaient la férocité qui avait terrifié Rome, une flamme vacillante mais pas complètement éteinte. Pourquoi?
parvint-il à murmurer, s'adressant à des hommes ayant été ses compagnons d'armes, ses frères choisis, ses fidèles. « Parce que tu nous as trop aimés pour nous laisser vivre », répondit Adgandestrius, des larmes coulant sur son jeune visage. « Parce que ta gloire est devenue notre malédiction, parce que parfois le plus grand acte d'amour est de laisser partir ce que l'on aime le plus. » Arminius sourit. Un sourire rappelant le garçon chérusque qui avait couru libre dans les forêts avant de connaître Rome, avant d'apprendre la civilisation et la barbarie, avant de découvrir que certaines victoires coûtent plus que des défaites. Dans son dernier souffle, il murmura des mots en ancien germanique que nul Romain ne put jamais traduire. Une bénédiction pour sa terre, une promesse que la liberté germaine survivrait même s'il ne le pouvait pas. Le corps d'Arminius fut secrètement retiré par les conspirateurs, emmené à un lieu connu d'eux seuls, dans les profondeurs de la forêt de Teutoburg. Là où 20 ans plus tôt, il avait anéanti 3 légions romaines, il fut enterré sans marque, sans monument, sans indication qui reposait l'homme ayant infligé à Rome son plus grand affront militaire. La nouvelle de sa mort se répandit en Germanie comme un feu dans la paille sèche, mais étrangement, n'entraîna ni révolte, ni deuil public. C'était comme si tout le peuple germain avait soupiré collectivement, soulagé de ne plus porter le poids d'une gloire devenue insupportable. La guerre ayant défini une génération s'acheva non par des batailles épiques, mais par le chuchotement de l'âme dans l'obscurité. Rome reçut la nouvelle de la mort d'Arminius avec des sentiments contradictoires. D'un côté, soulagement, le plus grand ennemi de l'Empire avait enfin disparu, non par des légionnaires romains, mais par la main même des Germains. De l'autre, une étrange mélancolie, comme si Rome avait perdu non seulement un ennemi, mais un rival digne qui avait donné à ses victoires ultérieures un sens que la simple conquête de barbares désorganisés n'aurait jamais pu atteindre. L'empereur Tibère, successeur d'Auguste et héritier de l'obsession impériale pour la Germanie, reçut la nouvelle avec une expression indéchiffrable. Il avait passé des années à planifier la capture ou la mort d'Arminius, imaginant le triomphe qu'il célébrerait à Rome quand le traître germain serait enfin vaincu. Mais maintenant que le moment était venu, il ne ressentait que du vide, comme un chasseur ayant poursuivi une proie si longtemps qu'il avait oublié pourquoi il avait commencé. Dans les années suivant la mort d'Arminius, Rome abandonna progressivement ses ambitions de conquérir la Germanie au-delà du Rhin. Pas par incapacité militaire, les légions auraient pu écraser les tribus fragmentées et démoralisées, mais par manque de volonté politique. Le coût de soumettre un peuple préférant la mort à l'esclavage s'était révélé trop élevé, même pour un empire habitué à payer cher ses conquêtes. La frontière se stabilisa le long du Rhin, une cicatrice liquide séparant 2 mondes irréconciliables. Du côté romain, des villes prospères, des routes pavées, des aqueducs apportant de l'eau pure à des millions, des théâtres où la culture gréco-romaine s'épanouissait. Du côté germain, des forêts sombres où des peuples libres vivaient selon des lois ancestrales, honorant des dieux que Rome n'avait jamais compris ni domptés. Mais l'héritage d'Arminius dépassa sa mort et la fragmentation politique qui suivit. Dans les chants des bardes germaniques autour des feux, les histoires que les mères racontaient à leurs enfants, les cérémonies religieuses célébrant la mémoire des ancêtres, le nom d'Arminius prit des dimensions dépassant l'histoire pour entrer dans le royaume du mythe. Il devint le symbole éternel de la résistance germaine, non l'homme réel, avec ses doutes, ses erreurs, ses tragédies personnelles, mais une figure légendaire incarnant le refus de se soumettre à tout pouvoir, tentant d'asservir l'âme d'un peuple. Arminius le libérateur, Arminius l'unificateur, Arminius le bourreau des légions qui avait prouvé au monde que Rome était mortelle. Des siècles plus tard, quand d'autres peuples barbares abattirent enfin l'Empire romain, certains historiens tracèrent une ligne directe reliant la bataille de Teutoburg à la chute de Rome. Arminius avait montré que les légions pouvaient saigner, que les aigles pouvaient être abattus, que l'invincibilité romaine n'était qu'une illusion tant que personne n'osait la contester sérieusement. Dans la forêt où il reposait, les saisons continuaient leur cycle éternel. Les printemps apportaient des fleurs sauvages poussant sur la terre fertilisée par le sang de 20 000 Romains.
Les étés réchauffaient les cimes où résonnaient autrefois cris de guerre et lamentations. Les automnes couvraient les eaux oubliées de feuilles dorées, se transformant en humus. Les hivers gelaient les ruisseaux ayant coulé rouge de sang impérial. Et dans les nuits les plus noires, quand le vent soufflait à travers les branches nues et que la lune se cachait derrière les nuages, les voyageurs solitaires entendaient parfois des échos fantomatiques, le choc des armes, le hennissement des chevaux de guerre, le rugissement de batailles d'hommes morts pour défendre une idée de liberté transcendant la vie même. Arminius était mort, mais le fantôme dans la forêt restait immortel, rappelant au monde que certains esprits ne peuvent être conquis, certaines âmes ne peuvent être domptées, et certaines victoires coûtent plus que des défaites, mais valent plus que 1000 triomphes faciles. Le bourreau des légions était devenu une légende, et les légendes, contrairement aux hommes, ne meurent jamais. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, likez et laissez un commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine.